Bonjour ici. Salut là-bas. Et bienvenue dans Flash Talk, votre émission citoyenne sur François et LCP. Flash Talk, ça se passe en bas de chez vous. 1 heure de débat, 1 heure pendant laquelle vous avez la parole. Que ce soit ici avec nous ou alors sur les réseaux sociaux, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et oui, Flash Talk vous donne rendez-vous à 1 heure précise dans un lieu public, tout simplement pour débattre des sujets de société qui vous tiennent à cœur. Et pour savoir où et comment ça se passe, gardez un œil sur le hashtag Flash Talk. Pour ce nouveau numéro, c'est l'Université Paris 13 de Villetaneuse qui nous accueille pour parler d'une passion bien française, la laïcité. Une laïcité plutôt libérale à une conception très stricte du principe. Chacun y va de sa propre interprétation. Il devient de plus en plus compliqué de la définir. Bref, c'est quoi la laïcité? Surtout, c'est quoi la laïcité aujourd'hui vue par les jeunes? Venez donc nous donner votre avis. Flash Talk, c'est maintenant, on vous attend. C'est parti? Ça y est, ça vient de partir. Le temps de déballer nos caméras et nos micros et on vous attend très nombreux. Et on a des choses à dire. Bienvenue encore dans Flash Talk, l'émission qui vous donne la parole en live en bas de chez vous, en live aussi sur les réseaux sociaux. C'est super simple, si vous voulez poser une question, intervenir, réagir au débat, sur Twitter, hashtag Flash Talk. Vous postez aussi un commentaire sur notre page Facebook Flash Talk ou directement un petit message via Facebook Messenger. Regardez où est-ce qu'on est là. Université de Villetaneuse qui nous accueille une nouvelle fois. Merci à elle. Et oui, pour parler de laïcité. Qu'est-ce que cela signifie exactement et que voulait dire ce principe en 1905 surtout est-il à redéfinir aujourd'hui? Un principe qui, plus que jamais, fait débat en France aujourd'hui, divise la société, déjà depuis quelques années. Pour tenter d'y voir plus clair, nous recevons deux invités de prestige aujourd'hui. Rokhaya Diallo, bonjour Rokhaya, ça va? Bonjour. Vous êtes militante féministe, mais pas seulement, vous êtes aussi activiste, journaliste, réalisatrice, essayiste. Vous dénoncez le racisme, mais aussi l'islamophobie. Vous avez publié en 2015 avec Jean Bobéro « Comment parler de laïcité aux enfants » aux éditions Le Baron Perché. Voici le livre. Voilà, tu l'as Il est là. juste là. Et à vos côtés, il y a Natacha Polony. Bonjour. Merci pour vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été journaliste à Marianne, chroniqueuse à la télévision. Vous avez vu dans On n'est pas couché au Grand Journal. Vous êtes aujourd'hui journaliste au Figaro et vous présentez la revue de presse tous les matins sur Europe 1. Vous êtes auteur de plusieurs essais. Le dernier paru en octobre 2015. Nous sommes la France, paru chez Plomb, qui évoquait entre autres cette question de laïcité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et regardez juste derrière nous notre dessinateur de presse qui va croquer ce qui va se dire dans cette émission tout au long de ce Flash Talk. Ça va, Mickaël? Parfait, tout est prêt. Tout est prêt? Voilà. C'est bien. Il manque un invité? Mais lequel? Mais le public, enfin. Mais bien sûr, le public, vous allez bien. Bien sûr. Notre troisième invité. Je m'empresse de le rejoindre. Eh oui. J'y vais. Et oui, bien sûr, parce qu'en parlant de public, nous vous avons aussi posé une question sur News République. La laïcité est-elle menacée en France? 14% des votants pensent que non. Il n'y a rien à craindre car elle est profondément ancrée. 65% au contraire pensent que oui, elle est fortement remise en cause. Et enfin, 21% d'entre vous nous disent qu'il faut rouvrir le débat sur la laïcité et la redéfinir. Alors, peut-être pour commencer, mesdames, c'est quoi la laïcité? En une phrase, Natacha Polony. En une phrase, c'est compliqué difficile parce que c'est un concept, c'est d'ailleurs un principe, pas un concept, c'est un principe fondateur de l'espace public en France et c'est quelque chose d'assez particulier puisque en fait ça relève de l'histoire. C'est pas seulement la loi de 1905. La loi de 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Mais en fait, la laïcité, ça se construit bien avant. C'est la conséquence des guerres de religion qui ont été en France particulièrement violentes, qui ont provoqué des horreurs absolues et en fait qui ont fait qu'on a voulu à tout prix éviter de revenir à ces massacres sanguinaires. C'est ça la laïcité. Pour vous, d'une phrase? Alors, je veux juste, avant de commencer, dire une chose, c'est que j'ai fait mes études ici, que je suis super contente de revenir à Villetaneuse après des années. Ça me fait plaisir de voir tous ces étudiants. Exactement, et de revoir le forum, la cafette, l'amphi 5. Voilà. Je crois que Rokhaya attendait des applaudissements là. Non. Bah oui. Pour une ancienne étudiante. Pas spécialement. Et tu sais qu'on est deux régionales de l'étape. J'habitais à Deuil-la-Barre, moi. J'ai grandi.
J'ai refait le chemin de mon enfance. Valérie, je On sais peut pas applaudir pourquoi. On est tous d'ici, Ouais. tous de Sympa. Villetaneuse. Exactement. D'ici, je vois un battle d'invités qui essaient de se mettre le public dans la poche. Exactement. Exactement. Et donc, pour en revenir Une phrase. à la question, pour moi, c'est deux choses. C'est simplement la séparation entre les églises et l'État et le fait que l'État ne reconnaisse aucun culte et donc n'en privilégie aucun et permette à chacun une liberté de conscience. Alors, on va en J'ai débattre. une autre définition ici du public de la laïcité avec Lina. Ça va, Lina? Ça va et vous? Ouais, très bien. D'où tu viens, toi? De Cergy. Alors, une question peut-être? Je voulais savoir comment vous voyez aujourd'hui la France. Est-ce que vous voyez cette définition-là, elle utilise cette définition-là? C'est un article de 1905 de Aristide Briand qui l'avait dit, mais je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui on l'utilise. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore sur la définition pure d'Aristide Briand? Si je comprends bien la question de Lina, hein? Cette phrase est une des phrases de la loi de 1905, c'est-à-dire que c'est une des dimensions juridiques de la laïcité. Mais la laïcité, au départ, philosophiquement, comme principe philosophique, c'est la définition d'un espace public neutre par opposition à l'espace privé au sens large et à celui de la société civile. Donc ça veut dire en effet que les agents de l'État et l'État en général ne manifestent aucune préférence pour une religion et que l'État doit rester neutre, mais ça veut dire aussi que dans l'espace privé, nous sommes tous des citoyens à égalité, d'où que nous venions, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre origine. C'est ça, la laïcité, principalement. C'est un état d'esprit. En fait, effectivement, comme l'a dit Natacha Polony, il y a une injonction de neutralité, mais elle ne pèse que sur l'État et les agents de l'État. Les citoyens, comme vous et moi, n'avons pas, si nous ne sommes pas fonctionnaires de l'État, nous n'avons pas à être neutres. Donc, évidemment, il s'agit de partager l'espace public entre les différentes convictions, qu'elles soient religieuses ou religieuses, mais on a le droit d'exprimer sa religion. Donc, si on est un citoyen lambda, on a tout à fait le droit de porter un signe religieux qui nous distingue. Et il y a une vraie différence entre espace public et sphère privée. La sphère privée, c'est pas la sphère domestique, c'est-à-dire que notre sphère privée, on l'a avec nous où qu'on aille. Bon, je pense qu'on a posé un peu les termes du débat, mais on le disait en préambule, la laïcité a une histoire en France. Bien sûr, on parle souvent de la loi de 1905. On a démarré par là, de séparation des églises et de l'État. On parle aussi de déchirement entre religieux et laïcs. Tout de suite, un bref rappel historique dans le Data Flash. La laïcité, une passion française. Déjà présente dans les esprits au XVIIIe siècle avec les Lumières, il faut attendre 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, pour acter le grand divorce entre les deux institutions. Cette loi déchaîne les passions à l'intérieur même du camp laïque. D'un côté, les défenseurs d'une laïcité libérale avec Jean Jaurès et Aristide Briand, et de l'autre, les adversaires de la religion, à l'image d'Émile Combes. Mais quels sont les principes essentiels de cette loi ? La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice de culte et ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. L'État n'est pas anti-religion pour autant. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Au long du XXe siècle, l'enseignement restera un terrain d'affrontement entre laïcs d'un côté et école confessionnelle de l'autre, mais l'Église finira par reconnaître l'effet bénéfique de la séparation. C'est aujourd'hui une autre religion qui cristallise le débat. Tout commence à Creil en 1989 lorsque deux jeunes filles voilées se font exclure de leur collège. Associations, politiques, médias, cette affaire met le feu aux poudres. Nombre d'épisodes similaires divisent l'opinion, mais la loi de mars 2004 finit par trancher et interdit le port de tout signe religieux ostensible à l'école. Boucherie halal, crèche Babylou, voile à l'université, le débat semble encore plus virulent depuis quelques années. À nouveau, deux camps s'opposent chez les laïcs, les tenants d'une laïcité ouverte contre les irréductibles de la République laïque. Alors faut-il repenser la laïcité, voire la sauver ? Selon une étude IFOP, 4 Français sur 5 estiment qu'elle est beaucoup plus en danger qu'il y a 10 ans. Alors là, mes amis, on va mettre le niveau ici, puisque je vous ai trouvé un chargé d'enseignement, sociologie, droit constitutionnel. Ça va, Guilain ? Ça va bien, oui. Où est-ce que tu enseignes ? À Paris 13. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi ? Ça te fait déjà réagir ? C'est-à-dire que la laïcité, ce n'est pas simplement un principe constitutionnel de l'État. C'est un principe qui garantit les droits et libertés individuelles et le caractère inaliénable de ces droits. Ce qui veut dire qu'on est d'abord des citoyens avant d'être différents. C'est pour ça qu'on se mélange, plus que nulle part ailleurs. Donc déjà, c'est aussi une valeur, la laïcité. Ce n'est pas simplement un principe d'organisation de l'État. Et d'ailleurs,
La différence avec les États-Unis, c'est que les États-Unis donc, ont un État séparé des églises, mais la société civile est entièrement religieuse. En France, au contraire, grâce à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est constitutionnalisée, on a d'abord des droits communs. Avant toute autre chose. Là, j'ai senti le proche. Je ne sais pas si je dois prendre des notes ou si à la fin, j'aurai une note sur 20, j'en sais rien. Une question, Guilain ? Oui, précisément aujourd'hui, est-ce que le débat ne porte pas de savoir si on veut remettre en cause la laïcité, c'est de remettre en cause ce principe, justement, du caractère inaliénable des droits et libertés individuelles pour favoriser une séparation sur le principe des différences qui serait catastrophique pour notre vivre ensemble. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez d'expliquer, dans la mesure où, en effet, nous sommes tous citoyens. Et donc, nous sommes en fait face à un problème qui est la globalisation, l'uniformisation des valeurs, des normes, qui fait qu'on essaye de nous expliquer que la tolérance à l'anglo-saxonne serait forcément meilleure que notre laïcité à nous, parce que comme c'est un peu une exception, c'est forcément moins bien. Voilà. Et on ne comprend plus ce principe de laïcité qui a permis que la France soit un pays qui accueille absolument tout le monde au nom d'une intégration et d'une acceptation de ces principes-là. Ok, Diallo, est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu un mot fourre-tout ? Je crois que c'est en tout cas une notion qui fait l'objet de beaucoup de contresens et je ne pense pas que le multiculturalisme soit opposé avec la laïcité. Juridiquement, les États-Unis sont un pays qui est laïque. La société n'est pas religieuse, d'après ce que j'en connais. Et c'est vrai que, par exemple, parfois on est frappé lorsqu'on voit des responsables politiques prêter serment sur la Bible. Mais je peux vous raconter une anecdote intéressante, c'est que le premier élu du Congrès américain, qui était musulman, je crois qu'il a été élu en 2006, qui s'appelle Keith Ellison, eh bien, on lui a proposé de prêter serment sur le Coran et on est allé chercher un Coran dans la bibliothèque de Jefferson. Tout ça pour dire qu'en fait, lorsqu'on prête serment aux États-Unis, on prête serment non pas au nom d'une religion, mais au nom de ce qui nous est le plus cher en fonction de notre individualité propre. Donc une personne qui serait athée ne serait pas obligée d'aller prêter serment sur une Bible. Non, mais la question, c'est celle de savoir si on défend les individus contre leur propre déterminisme et contre ce qui peut les enfermer. C'est-à-dire que quand on voit au Canada, par exemple, qu'on faillit être autorisé des tribunaux islamiques pour les gens considérés comme appartenant à la communauté musulmane, on se dit que la personne qui veut échapper à son origine, échapper à sa naissance, ne peut pas le faire. Et c'est ce que la France garantit. Nous sommes avant tout des individus. Nous avons le droit d'être différents de notre différence. Nous ne sommes pas enfermés dans une communauté, nous sommes libres. Il me semble que c'est un principe d'organisation de la société qui est plutôt intéressant. Oui, mais en même temps, le sentiment que j'ai, c'est qu'on nous offre finalement une liberté qui est de ressembler à un Français qui est considéré comme un Français de base. C'est-à-dire que les différences, c'est quoi un Français de base, alors ? Justement, un Français qui n'aurait pas d'expression religieuse minoritaire. On parle du Canada, le ministre actuel de la Défense du Canada, c'est un homme qui est sikh et qui porte un turban, qui a servi dans l'armée canadienne, qui était général et qui est parfaitement compétent et qui en fait a pu défendre son pays en étant sans avoir à abandonner sa foi religieuse. Et je trouve que c'est intéressant finalement qu'un pays comme le Canada puisse avoir dans son gouvernement un policier a le droit de demander absolument. Et du coup, je trouve que c'est intéressant qu'un pays soit capable d'ingérer finalement les nouvelles vagues d'immigration, les nouvelles minorités religieuses et de leur offrir une place en fait à tous les niveaux. Je trouve qu'en France aujourd'hui, on est dans une logique en fait assimilationniste qui empêche certaines minorités religieuses d'être visibles et d'exister. Attention, mesdames et messieurs, le débat enflamme déjà la toile avec le hashtag FlashTalk. Il y a Marc par exemple qui nous dit la laïcité est un concept français. Les autres pays nous rient au nez sur les débats comme le Burkini. Et aussi Diana encore, la laïcité est un droit qui remonte à très longtemps. Ne faut-il pas la réformer ? Est-ce qu'on doit réformer le texte de 1905 ? Mais le texte de 1905, encore une fois, est une des dimensions de la laïcité. Mais moi, je pense que le plus grand respect qu'on puisse avoir pour des gens qui arrivent aujourd'hui en France, c'est justement de ne pas considérer qu'ils sont différents des autres. Et au contraire, de les accueillir en estimant qu'ils ont les mêmes droits que tous les citoyens français, c'est-à-dire le droit de participer à cette société avec ses règles, à égalité. Il ne s'agit pas d'effacer les différences. La République française a eu un excès. Mais est-ce qu'on confond pas tout simplement neutralité et laïcité ? Bien sûr qu'on confond les deux. Simplement, on confond les deux parce que c'est vrai qu'il y a aussi un état d'esprit en France qui est aller dans le sens petit à petit de la discrétion des signes religieux. L'idée que, en effet, on ne se promène pas avec en bandoulière son identité propre parce que tout simplement on vit dans un espace commun et que pour ne pas choquer ou pour ne pas avoir l'air d'imposer aux autres ce qu'on croit,
on évite de trop mettre en avant. C'est tout. Mais c'est une question de juste mesure. Et moi, ce que je trouve frappant, c'est qu'on puisse imaginer que le fait de porter une religion de manière visible, à savoir un foulard, une kippa, un turban, ça peut choquer les gens. Moi, je pense que ce sont les gens qui sont choqués, qui ont un problème. Et c'est à eux qu'il faut apprendre à vivre dans un pays où les gens ont des expressions religieuses diverses. Évidemment, nous sommes différents. Moi, ma couleur de peau, eh bien, elle est là. Et je pense qu'il y a des gens à qui ça déplaît, mais je ne vais pas en changer pour leur plaire. Je pense qu'il faut leur apprendre qu'effectivement, aujourd'hui, la France sont des gens avec ma couleur de peau, des gens avec des foulards, etc. Et je crois qu'il y a une vraie confusion sur la question de la neutralité. Et juste pour rappeler quelque chose, puisqu'on parlait de la Constitution, le premier article de la Constitution dit quand même « La République respecte toutes les croyances ». Et toutes les croyances, c'est vraiment toutes les croyances. Voilà quelqu'un que vous allez avoir du mal à choquer, c'est notre dessinateur de presse, Mikaya. Alors, un premier dessin, camarade. On va le montrer à cette caméra-là, juste là. Qu'est-ce qu'on lit ? Eh bien, puisqu'on est en train justement de parler des signes extérieurs, on voit que ça se complique puisqu'on a parlé du port de la kippa. Donc d'un côté, quelqu'un qui dit on ne veut pas vivre caché, et de l'autre côté, quelqu'un qui dit on veut vivre caché avec le voile. Ok, voilà, vous pouvez réagir, hein, hashtag FlashTalk, aussi sur les dessins de Mikaya. La question de la laïcité, vous l'avez vu tout au long déjà de ce début d'émission, est plutôt vif, mais est-ce qu'il est encore possible de vivre dans une société apaisée sur le sujet, ou alors est-ce que c'est une utopie ? On tente d'y répondre en partie avec un extrait d'un documentaire tourné à La Réunion, Passion Outre-mer. On mate cet extrait. Est-ce que ça ressemble à notre classe ici ? Non. Hein ? Est-ce qu'il y a des gens comme ça, ici, dans notre classe ? Ouais, il y a qui ? Qui ça ? Il y a Maëlys. Qui encore ? Brandon. Est-ce qu'il y en a des comme ça dans notre classe, là ? Oui. Marc-Antoine, ce serait le caf Malbar de la classe ? C'est ça ? Et comme ça ? Il y en a des comme ça ? Mathéo ? Ouais. Il y a lui. Oui, Raël. Alors, juste pour préciser, donc on a dit que la plupart d'entre vous, vous étiez quoi ? Catholiques, chrétiens. Et, mais il y en a certains qui pratiquent aussi une autre religion. Par exemple, toi, Serena, donc toi, tu disais quoi ? Tu racontais quoi, toi ? En fait, moi, je suis chrétienne et en même temps malbar. D'accord. Et je vais à la messe et au temple. D'accord. En fait, quand je rentre à l'église, il y a une espèce d'eau et je dois faire le signe de la croix. Oui. Et au temple, mon papa dit que ça, je dois enlever mes savates, un truc comme ça. Et toi, tu te sens comment, toi ? Si tu disais, toi, si je te demande de quelle religion tu es quoi, toi, alors ? Un peu des deux, mais ici. Un peu des deux. Le catholicisme et l'hindouisme cohabitent ainsi dans une même famille, voire une même personne, qui va pratiquer ces deux religions. L'école républicaine joue ici un rôle de ciment en stimulant la pratique du bien vivre ensemble grâce à des cours et des ateliers pédagogiques. Au collège Thierrin Fayard, Patrick Singani, professeur d'art plastique, a proposé à ses élèves d'afficher sur les murs du collège des selfies géants. Les élèves y expriment le respect qu'ils ont pour leurs copains au sein du melting pot réunionnais. Je suis sûre par exemple que Dimitri n'est pas de la même religion que moi, par exemple. Mais pourtant, on parle bien ensemble. Voilà. Je suis blanc et je m'entends bien avec tous ceux qui sont là-bas, même s'ils ne sont pas la même couleur de peau que moi. Et je pratique aucune religion et pareil, je m'entends bien avec tous ceux qui sont autour de moi. Pareil, je suis blanc et lui c'est mon meilleur ami depuis 6e. Et je m'entends bien avec lui. Moi, je suis considérée comme un télo de la classe. Je suis hindou. Je suis athée. Et j'ai des origines métropolitaines et je suis né à La Réunion. Moi, je suis chrétien et j'aime le tennis. Et je joue au football comparé aux autres. Finalement, pour ces jeunes vivant au quotidien dans un monde bigarré, la pratique sportive devient un identifiant aussi important que la pratique religieuse. Passion Outre-mer, dimanche 20h50 sur France O. On a parlé de la Réunion et là, il s'est passé quelque chose de fou dans le public. Cette personne qui est ici, qui s'appelle Farouk, m'a dit hey, je veux parler. Mais pourquoi ? C'est parce que vous connaissez bien la Réunion ? Oui, je connais très bien l'île de la Réunion, car j'y ai été plus de 15 fois.
À 15 fois, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Vous êtes devenu réunionnais, quoi. J'ai été super bien accepté du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc voilà. Alors apparemment, ouais, c'est l'île où il faut aller pour qu'on gomme toute la différence. Ça a l'air un petit peu utopiste quand même. Loin de là. Je peux te dire qu'en ayant visité en long, en large et en travers l'île de la Réunion, je peux te dire que j'ai pu aller faire des tours dans toutes les communautés, j'ai pu aller dans toutes les religions, dans tous les temples possibles, les synagogues, les mosquées, les églises et être accueilli partout. Il y a cette ouverture d'esprit. En gros, vivre comme un Réunionnais, c'est être humaniste avant tout. Je sais que vous aviez une question aussi pour nos invités. La question concernant la laïcité, c'est ça ? Dites-moi. Bon. Oui, c'est un peu le thème de l'émission, Farouk, en fait. Parce que ta question sur la poterie, ça m'intéresse moins, là, aujourd'hui. Donc la laïcité. Bon, moi je tenais à dire, on a cette chance d'être dans un beau pays et c'est ensemble qu'on doit construire ce pays. Relever les manches ensemble, travailler ensemble, œuvrer ensemble pour le bien-être de tout le monde. L'intelligence du cœur, on peut tous la développer et c'est super important d'œuvrer. Alors moi la question que je pose aux jeunes, c'est... J'avais presque envie d'applaudir là. Alors là... Coup de pression. Merci beaucoup. Ta question. Alors ma question c'est, chers jeunes, pourquoi c'est toujours les mêmes qui bougent ? Là, par exemple, depuis plus de 3 ans, on est constamment tapé, les musulmans, on nous matraque au maximum. Mais que ce soit chrétiens, juifs, bouddhistes, athées, musulmans, on est tous ensemble. La question, c'est pourquoi vous ne bougez pas ? Pourquoi vous ne vous exprimez pas avec nous ? C'est le but de l'émission, hein. C'est pour ça qu'on fait Flash Talk, en l'occurrence. Merci beaucoup. Il a dit cher jeune, c'est pas pour nous alors. C'est ça. Vous n'êtes plus concernés. Moi, tu es jeune, voilà. tu es jeune, il est jeune, on est tous jeunes. On a tous des grands cœurs. Moi, j'aimerais juste, justement nuancer un peu. C'est-à-dire, vous dites, les musulmans, on est tapés, mais je ne pense pas que les musulmans soient en France tellement plus maltraités qu'ailleurs. Il y a eu des événements tragiques qui ont tendu la société, qui ont rendu les choses compliquées et je me réjouis que la France ait évité de tomber dans des débordements. Il y a eu des insultes contre des musulmans, il y a eu des agressions, mais très peu et heureusement. Qu'il y ait des cinglés quelque part qui mélangent tout, il y en aura toujours. Mais malgré tout, on a évité qu'il y ait des débordements. Après des événements, on a quand même eu 230 morts en 2 ans. Attaqués par des gens qui se réclament de l'islam et prétendent que leur islam est le seul vrai. Donc il y a tout un travail à faire pour expliquer ce qu'est l'islam, pour expliquer qu'il y a différentes conceptions de l'islam. Mais heureusement, en France, il n'y a pas de discrimination directe contre les musulmans. Il y a des discriminations contre des personnes d'origine étrangère, par exemple discrimination à l'emploi, discrimination au logement, et ça c'est une honte. Mais il n'y a pas de discrimination contre les musulmans. Dans une belle petite ville qui s'appelle Triel-sur-Seine. Ce que je tiens à vous dire, c'est comme moi, je subis quotidiennement les insultes bidons de sales terroristes, sales islamistes, sales intégristes. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi, dans ma ville, j'ai sauvé 2 octogénaires qui sont français comme moi. Et pour moi, il faut aller au-delà de tout ça. L'intelligence du cœur, il faut la développer. Non, mais malheureusement, je suis Manuel d'accord. Valls a imposé dans ses communications, dans ses communiqués, cette montée de créer cet amalgame. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Et je pense que dans la laïcité, il est bon tous de se placer. Petit, moyen, grand, on est ensemble pour notre France. Si on aime notre France, on lève nos manches et on œuvre quotidiennement. Oui, c'est vrai. Pas avec des mots. Mais pardon, il y a eu la semaine dernière une enquête, c'est la première du genre, auprès des musulmans de France. L'étude de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne qui est vraiment un institut extrêmement sérieux. Voilà. Il en ressort qu'il y aurait en France entre 3 et 4 millions de musulmans. Absolument. Que sur ces 3 ou 4 millions de musulmans, 29%, 28%. Oui, 28% estiment que la charia, la loi islamique, est au-dessus de la loi républicaine. Ça fait quand même plus d'1 million de personnes. Pardon, mais c'est très problématique. Rokhaya Diallo. Alors, moi, j'ai quand même le sentiment que l'islam a pris quand même une place extrêmement importante dans le débat public et que systématiquement, dès lors qu'on parle de laïcité, c'est pour
critiquer ou en tout cas remettre en cause certaines pratiques religieuses musulmanes ou soupçonner certains musulmans de ne pas être capables de respecter la laïcité. Et ça fait bien longtemps, bien avant les attentats, ça fait très très longtemps en fait que l'islam est sur la place publique. Et d'ailleurs, la résurgence de la notion de laïcité dans le débat public a été liée à des pratiques religieuses se revendiquant de l'islam. Les gens qui manifestent aujourd'hui contre le droit des homosexuels de se marier au nom de leur religion, dont beaucoup sont des catholiques, eh bien, ils estiment que leur religion est au-dessus d'une loi qui a été votée pour autant. Et pour autant, on ne considère pas que ce sont des gens qui sont forcément dangereux. Donc dans les 28%, évidemment, des gens qui ont été interrogés, certains sont évidemment peut-être des gens qui sont potentiellement dangereux, mais beaucoup sont simplement des gens qui ont une pratique rigoriste et orthodoxe, comme on peut l'appeler dans d'autres religions. Alors, on va avancer un petit peu dans le débat, parce que justement, on commence à l'entreapercevoir. Certains estiment qu'il y aurait une laïcité à deux vitesses et que ce principe ne s'appliquerait pas à toutes les religions de la même façon. Voici ce qu'en pensent les internautes, c'est tout de suite dans le Story Flash. La laïcité, c'est avant tout un principe de neutralité qui s'impose à l'État, mais aussi aux citoyens qui doivent la respecter. Le 8 septembre dernier, François Hollande nous donnait sa définition de la laïcité. Un rappel important puisque le principe ne semble pas évident pour tout le monde. Selon le manuel d'histoire Hatier pour les classes terminales, en France, la laïcité suppose aussi le refus de toute expression religieuse dans l'espace public. D'où ce tweet de la FSU 91, quand tu as mal compris le principe de laïcité. Et selon Samuel Laurent, il semblerait que la République soit plus ou moins laïque selon le contexte. La ville de Nice va emmener les victimes de l'attentat du 14 juillet rencontrer le pape. En toute laïcité, bien entendu. Certains de nos politiques, eux, ont plutôt tendance à critiquer l'islam. En réponse aux positions laïques radicales du Premier ministre, Juan Radex s'interroge. Parfois, je me demande si Manuel Valls n'a pas été forcé de porter le voile étant petit. Il y a sûrement une explication à un traumatisme. Alors pour aider à encadrer tout ça, le gouvernement a choisi de créer une fondation pour l'islam de France. Pablo Mira, cofondateur du Gorafi, nous explique tout. Voilà, on a Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui s'apprête à créer une fondation culturelle pour l'islam de France. Avec à sa tête, voilà, il a même nommé Jean-Pierre Chevènement, considéré comme un expert de l'islam depuis qu'il a goûté un macroute en 1947. Et parallèlement, l'État souhaite créer une association dite cultuelle. Là, on ne sait pas encore qui sera le président, mais selon le ministère de l'Intérieur, il s'agira, je cite, d'un Français de confession musulmane, mais pas Benzema et pas Moundir. Merci le Gorafi, on l'a donc échappé belle. Beaucoup de choses à la fois sur Twitter avec le hashtag FlashTalk, mais aussi via les messages que vous nous envoyez sur Facebook Messenger et les posts que vous laissez sur la page Facebook FlashTalk. Il y a par exemple cette question de Hichem qui nous dit: si la laïcité garantit la liberté individuelle des personnes, alors que pensez-vous de la loi qui interdit le burkini en France alors que c'est une atteinte aux libertés des femmes musulmanes? Je vous la lis telle quelle, mesdames. Mais il n'y a pas de loi en France qui interdit le burkini. Il n'y a aucune loi. Il y a eu des arrêtés municipaux sur certaines plages, circonstanciels, qui ont été retoqués par le Conseil d'État, parce que de toute façon, je pense que ce n'est pas un problème juridique. Après, on peut contester. Il y a des juristes qui estiment que ça aurait pu passer pour des questions d'ordre public, parce qu'il y a eu des soucis. Peu importe. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un problème juridique. Alors, la loi sur le niqab... Elle n'a pas été faite au nom de la laïcité, mais sur des raisons de sécurité. Justement, pour ne pas cacher son visage. Absolument. Donc là, avec le burkini, ça marche. Ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, le problème, on a le droit d'être gêné par le fait que des femmes soient considérées comme coupables du désir qu'elles suscitent et donc obligées de se cacher. On a le droit d'aller à la plage habillée. Mais on a le droit d'aller à la plage habillée, en effet, et ça fait partie des libertés individuelles. Vous permettez, je rebondis, puisqu'on a parlé du macroute de Jean-Pierre Chevènement, avec ce message de Martin qui nous dit: une fondation pour l'islam de France financée par nos impôts. C'est pas très laïque tout ça. Moi, je trouve qu'il y a un problème d'ingérence quand même. Enfin, moi, je trouve ça problématique que la République estime qu'elle doit organiser les religions. Pour moi, ce n'est pas son rôle. Je pense que c'est le rôle des croyants. Et effectivement, moi, je suis assez circonspecte. Déjà du timing, le fait qu'on estime aujourd'hui qu'il faille réformer l'islam et qu'on mette ça dans un contexte où il y a des attentats, comme si en fait la question des attentats était liée intrinsèquement, effectivement, à un islam qui ne serait pas réformé. Pour moi, si l'islam doit être réformé, c'est le problème des musulmans. Et de l'intérieur. Voilà, c'est un problème à l'intérieur et il n'est absolument pas question que la République intervienne. Est-ce que pour autant vous comprenez cette expression nouvelle d'islam de France, islam français? Est-ce qu'un islam à la française est possible?
il y a des islams qui sont multiples. La première mosquée de France a vu le jour en 1905 à La Réunion. Et je pense que l'islam qui est pratiqué par les Réunionnais est peut-être différent de celui qui est pratiqué à Mayotte. Mayotte, département français qui est composé à 95% de musulmans. Donc il n'y a pas un islam, il y a plusieurs cultures C'est vrai, Rokhaya, religieuses. mais c'est vrai, mais on ne va pas se voiler la face. Il y a depuis On n'a des plus- années on n'a plus le droit, une Natacha, de se voiler la face. ingérence. Oui, pardon, L'expression était bien choisie. Mais bon, il y a depuis des années une ingérence d'un islam financé par le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui est un islam qui est politique, qui ne reflète pas toutes les traditions de l'islam qui, en effet, en France, viennent des tas de pays comme l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, etc., qui ont une variété de spiritualité extrême. Eh bien, cet islam-là, qui est un islam séparatiste et qui veut s'imposer dans l'espace public parce que le but est politique, parce qu'il faut imposer ce qu'on appelle le théologico-politique, celui-là, il pose problème. Or, il y a une question qui est une question financière, une puissance financière qui s'impose et qui permet le développement de ça. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour nous. Donc tous. c'est à l'État de le gérer. C'est à l'État de faire en sorte de protéger l'ensemble des citoyens de cette volonté d'ingérence qui est extrêmement malsaine et qui détruit la société. En finançant, du coup ? Pas en finançant. Le principe de cette fondation, c'est d'organiser la formation des imams, de faire en sorte qu'ils ne soient pas formés dans des pays étrangers où ils n'auront aucune connaissance justement de ce qu'est la laïcité à la française, de ce que sont les modes de vie et les traditions de notre pays. C'est une façon de faire en sorte que tous les musulmans en France puissent vivre leur religion en étant parfaitement en cohésion avec notre société. C'est bien. Rokhaya ? Alors pour moi, c'est vraiment une démarche un peu coloniale, quoi, d'aller dire que la République estime que les musulmans ne sont pas capables de réformer leur religion De se débrouiller eux-mêmes tout et en seul. fait propose un cadre. On est tous d'accord pour dire que l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui ne respecte pas les droits humains et qui promeut une forme d'islam qui peut-être est effectivement très radicale. Dans ce cas-là, qui est monstrueux. Pourquoi Qui est notre monstrueux, dans ce pardon. cas-là, Natacha, pourquoi notre pays simplement ne cesse pas ses relations commerciales et diplomatiques Mais avec je l'Arabie suis entièrement l'Arabie d'accord. Saoudite? Je trouve qu'il y a une vraie hypocrisie. Le Qatar qui finance certaines équipes de Il y a foot. une vraie hypocrisie à s'en prendre aux musulmans français qui vivent leur quotidien ici à Villetaneuse, à Saint-Denis, etc. Et finalement à décorer des princes saoudiens alors qu'ils promeuvent un islam qu'on prétend combattre. Me voilà, mesdames, dans le public de Flash Talk, puisqu'à un moment, il faut lui passer la parole au public de Flash Talk. Je passe la parole à Boutaïna. Ça, Boutaïna ? Ça va et toi? Ouais, très très. Ah, on Elle veut tutoie prendre direct. le micro. Ok. Boutaïna, qu'est-ce que tu avais envie de dire? Pour moi, en fait, la laïcité, c'est la liberté donc de tous, la liberté de culte, la liberté donc de pouvoir ou non porter un voile, sans avoir peur d'avoir une amende pour telle ou telle chose, si on respecte les lois, bien sûr. Je ne vais pas aller contre les lois. Donc moi, en fait, ma question, c'est est-ce que je vous choque en fait aujourd'hui avec mon voile? Ah, j'avais même pas vu qu'elle était voilée. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, vous risquez aucune amende avec votre voile. Il n'y a aucun problème et personne, pour l'instant, ne souhaite que vous ayez une amende pour le port de ce voile. On n'a pas Absolument encore de police vestimentaire, sinon Raphaël aurait des Exactement. soucis. hein, mais- Et en effet, nous sommes un pays où, dans l'espace public, parce que tout de même, ça fait partie, c'est ce qu'on disait, de l'expression de la société civile et de votre espace privé à vous. Vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez, du moment que vous ne masquez pas votre visage, parce que ça, c'est un problème d'ordre public et c'est en fait, c'est aussi une façon des questions de sécurité de s'extraire de la société et du rapport à l'autre qui passe par le visage. Voilà. Bon, après, votre question qui, avez le droit qui est d'applaudir, hein, si- de me demander si vous me choquez avec votre voile. Je vais vous dire très sincèrement. Cette idée que finalement les femmes devraient être pudiques et qu'elles sont les seules à porter cela va à l'encontre de toute une tradition française. Là aussi, le rapport homme-femme en France, il est très particulier. il est le fruit d'une en fait, histoire. vous avez eu Ça de remonte, mauvaises informations concernant l'islam. Ça, c'est clair. Non. Si, parce que Ouais. le voile ne concerne pas seulement les cheveux, en fait. Non, mais c'est un comportement. Je connais autant les pour la sourates femme du que Coran, pour l'homme. qui Donc, parlent normalement, de ça. Vous ne devriez pas me poser la question si vous connaissez les sourates. Non, non, c'est un principe de. Le musulman doit être humble. C'est ça le principe. Tout à fait. D'accord. Et la femme doit rabattre le voile sur ses atours, etc. C'est ça. Mais d'abord, l'homme doit baisser c'est une également le regard devant une femme. Voilà. Donc c'est Exactement. les deux. Donc après, ce sont vraiment des convictions personnelles, intimes. Oui. Donc le fait que je porte un voile, que ce soit devant un musulman qui croit
et un non-musulman qui n'y croit pas, je n'ai jamais eu de réflexion et je n'ai Rokhaya, jamais eu de... vous vouliez... Moi, je veux juste personne choquée de mon On va voile. rajouter un petit Donc, mot de... si, Tout va comme bien vous dites, Alors, dans la loi, Rokhaya Diallo. il n'y a pas de texte de loi où je n'ai pas à avoir peur, comme vous avez dit, de recevoir une amende parce que je porte mon voile ici à l'université ou autre part. Pourquoi ce débat? Alors moi, je peux juste... Alors, on va... Un petit mot de Moi, je veux Rokhaya juste Diallo. dire quelque chose. Je trouve qu'en tant que femme, notre plus grande victoire, c'est de permettre à toutes les femmes de disposer de leur corps. Donc, je ne comprends pas, en fait, moi, en tant que femme, pourquoi je peux me permettre de dire à une autre femme que ce qu'elle fait de son corps ne me convient pas. Moi, il y a plein de pratiques qui m'interrogent. Il y a, par exemple, beaucoup de femmes dans le monde qui choisissent de se faire opérer pour ressembler à des canons de beauté, qui vont aussi sur la table d'un chirurgien, qui se font, en fait, quelque part découper le nez, les seins. Parfois, elles risquent leur santé. Certaines risquent leur vie. C'est pas quelque chose que je partage et que je ferais pour moi, mais je respecte en fait le fait qu'une femme fasse quelque chose qui n'est pas un choix que je ferais. Et pour moi, c'est hyper important en fait qu'on respecte ce choix, qu'on l'interroge éventuellement, mais moi, je veux pas que tout le monde me ressemble. Je trouve que c'est important justement cette diversité. Mais j'ai jamais dit ça, et je pense en effet que le seul principe, c'est est-ce qu'on peut s'interroger, est-ce qu'on peut discuter comme on le fait. Mais comme vous êtes en train de le faire. Principe, voilà, c'est tout. Et sans être soupçonné animosité, d'être ouais. raciste ou d'être islamophobe, c'est simplement... Ce sont des vraies questions. Voilà, nous discutons de ça parce qu'il y a en France un rapport homme-femme qui est différent de tous les pays méditerranéens et qui est différent aussi des pays anglo-saxons, ouais. C'est-à-dire le dépassement du désir par le langage. C'est une tradition qui a fait qu'en France, les rapports hommes-femmes sont extrêmement apaisés, extrêmement libres. Et c'est sans doute moi, je pour serais assez ça... réservée. On peut parler de l'affaire Beaupin. Il y a quand même des choses qui peuvent rappeler que les rapports hommes-femmes en France sont pas totalement apaisés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gros beaufs machistes. Si, J'ai jamais dit Je ça. pense que vous en avez croisé dans votre carrière. Mais tout le monde. On en connaît tous. C'est une tradition historique et c'est simplement pour ça qu'il est intéressant de discuter exactement de la place des femmes. C'est ce qu'on fait dans cette émission. Un premier dessin, Mickaëla. Oui, puisqu'on parlait justement des religions, la laïcité, c'est quoi? 3 chefs religieux unis disent on s'en fout, on ne l'aime pas. Et un deuxième dessin pour montrer, je pense, la chose la plus importante, quelqu'un de religieux, laïque, et à côté le hic, en réalité un terroriste. N'oublions pas que c'est justement tout ce qui est intégrisme et qui nous fait aussi mal. Le hic, justement. Vous continuez aussi, vous, à réagir. Hashtag #FlashTalk. Vous nous envoyez des vidéos aussi, comme cette vidéo de Nathalie Faustin, qui nous vient de la Guadeloupe. On la regarde ensemble. Bonsoir à tous. Concernant le principe de la laïcité ici en Guadeloupe, eh bien, écoutez, il se passe, je dirais, de façon harmonieuse, en tout cas avec tolérance. On a pas mal de personnes de différentes confessions. On a des catholiques, des musulmans, des juifs, des témoins de Jéhovah, des adventistes. Et tout se passe sans heurts, sans problème particulier, sans stigmatisation également. Alors la question que je souhaitais poser, c'est en ce qui concerne par exemple la religion catholique, puis d'autres religions. Il y a d'autres religions dans lesquelles on porte le voile. La religion catholique, selon les textes bibliques, écoutez, les femmes doivent normalement se voiler pour prier. Voilà. Et la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce que dans l'Hexagone, ça pose autant de problèmes, ce port du voile. Le voile simplement, évidemment, je ne parle pas de burqa, mais en tout cas le voile simplement, pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes? Rokhaya Diallo, pourquoi aujourd'hui le débat se cristallise particulièrement sur le voile? Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que initialement, on était venu faire une émission sur la laïcité. Absolument. Et on a passé la moitié de l'émission à parler de l'islam. Donc je pense que ça témoigne du fait que la laïcité est quand même une notion qui est mobilisée pour parler indirectement de l'islam. Et je pense que la France fait face à une transformation démographique qui lui pose problème, qui l'interpelle, qui l'interroge. Alors pour autant, on a bien essayé de le définir en première partie d'émission. Enfin Absolument, voilà, on n'a non, pas parlé que de ça non plus. En fait, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas parlé d'autres religions. On sent bien que la question de la laïcité, c'est pas dans l'émission, c'est pas par rapport à l'émission, mais en général. Mais d'où cette question? C'est ça. C'est pour ça que je pense que les expressions religieuses musulmanes sont celles qui cristallisent le plus de questions. Finalement, un voile identique qui est porté par une religieuse chrétienne n'interpelle pas de la même manière, parce que je pense que derrière l'islam, je pense qu'il y a une peur de l'islam, il y a une connexion qu'on fait entre le musulman lambda et les actes de terrorisme international. Je pense qu'il y a une part de racisme aussi, je pense qu'il faut dire la réalité, c'est que je pense qu'il y a aussi une partie de la population qui n'accepte pas le fait que ses concitoyens soient des gens musulmans, soient des gens d'origine maghrébine, puisque une grande partie des musulmans de France sont d'origine maghrébine. Je pense que c'est un mélange de tout qui fait qu'il y a une peur, véritablement. Moi, ce que j'entends aussi dans la peur de l'expression religieuse musulmane, c'est des gens qui sont craintifs par rapport à
hypothétique transformation de l'identité française. Or, pour moi, l'accepter, c'est aussi accepter le fait qu'on doive vivre ensemble. Mes chers amis, c'est l'heure de la pause humour, l'instant humour par exemple, avec ce tweet qui m'a plutôt fait sourire, celui de Michel via Facebook, pardon, pas un tweet qui nous dit « Les hommes sont obsédés par les cheveux des femmes ». Ah bon ? Moi je regarde plutôt ailleurs. Eh bah bravo. Bravo. C'est l'heure aussi de retrouver notre camarade Dikosh qui s'est glissé dans la peau d'un présentateur de jeu. Il réalise un de mes fantasmes, un jeu télévisé un petit peu particulier. Vous le découvrez dans l'œil de Dikosh. Bonjour à tous et bienvenue dans Laïc ou pas Laïc, le jeu qui vous aidera à différencier le laïc du non-laïc. Sans plus tarder, nous passons aux invités. À ma gauche, Arthur. Arthur, vous êtes spécialiste des religions perdues. Il a l'air d'être un peu perdu aussi. À ma droite, Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Jean, quant à vous, vous travaillez pour le GIGN. Et je lis sur ma fiche que vous ne souhaitez pas que l'on donne votre profession. Parfait ça. Bon. Jean, Arthur, êtes-vous prêts ? Oui. Je vous rappelle que pour gagner un point, il suffit de répondre par laïque ou pas laïque. Première question tout de suite, top, la loi 1905, laïque ou pas laïque ? Laïque. Bonne réponse, le carême. Pas laïque. Bonne réponse, se baigner à la plage. Ça dépend des communes. C'est une bonne réponse. Une crèche de Noël dans une laïque. mairie. L'éducation nationale. Laïque. La politique. Ça dépend des partis. Et c'est une bonne réponse, Jean. Vous êtes le gagnant de ce soir. Et oui. Alors vous remportez l'ouvrage La laïcité croit-elle en Dieu, ainsi qu'un pèlerinage tout frais payé à Lourdes. Mais je suis pas chrétien. Et c'est pas grave, on s'en fout. On se retrouve la semaine prochaine dans Laïc ou pas Laïc. Et j'ai retrouvé dans le public de Flash Talk une ancienne candidate de ce jeu. Laïque ou pas ? Laïque. Pas du tout, elle me dit. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Mélissa, alors tu voulais déjà rebondir sur ce que tu as entendu ? Oui, sur ce qu'a dit Rokhaya en fait par rapport justement à l'idée de féminisme. Et moi je tenais juste à dire que c'est pas parce qu'on est justement voilé ou voilà qu'on soit chrétienne, musulmane, juive ou autre, qu'on est forcément pas féministe. Voilà. On peut être féministe, religieuse, voilà, considérer ses libertés comme des libertés individuelles au sens propre. Et du coup, ça t'interroge, toi ? Oui, voilà. Et je me demande en fait par rapport à ce que tu as dit au début de l'émission, tu as été aux États-Unis, voilà. Est-ce qu'il y a eu, par rapport aux attentats, etc., est-ce qu'il y a cette même gêne ? Est-ce que d'un point de vue social, il y a ces mêmes questions ? Ou est-ce que c'est vraiment un cas français que de ressentir cette gêne vis-à-vis des religions et du comportement voilà, social en général, en fait ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que les débats qu'on a autour du foulard musulman, puisque c'est ça, c'est vraiment quelque chose, une spécificité française. D'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs étrangers qui ont écrit sur cette spécificité française. Les États-Unis sont un pays assez différent du nôtre parce qu'ils ont été fondés par des gens qui étaient persécutés pour leurs convictions religieuses. Donc, il est vrai qu'il y a de l'islamophobie aux États-Unis, mais déjà, les musulmans sont beaucoup moins nombreux, c'est entre 1 et 3% de la population, donc c'est beaucoup moins qu'ici. Et pour une mentalité américaine, c'est très compliqué, voire inacceptable en fait, d'empêcher quelqu'un de pratiquer sa religion, même s'il peut y avoir du racisme. Donc, la perception du foulard est différente, elle est considérée comme faisant partie de la diversité du pays. Oui, mais il y a eu des réactions qui étaient des réactions de peur et de rejet des musulmans extrêmement violentes aux États-Unis. Je voulais revenir sur moi, je dois vous dire que les Américains ne comprennent pas notre débat. Mais parce qu'ils sont sur un modèle qui est le modèle de la tolérance religieuse. C'est exactement ce qu'on disait au début. C'est pas le même modèle. Chacun sa tradition. C'est une tradition philosophique et politique. Simplement, je voulais dire que la laïcité française n'est pas dirigée contre l'islam, simplement ce qui était un consensus à peu près qui avait été trouvé au cours des siècles a été déstabilisé par l'arrivée de l'islam et par l'arrivée de gens qui ont demandé de pouvoir manifester leur appartenance religieuse dans une société qui avait plus ou moins réglé le problème. C'est-à-dire que la laïcité française, elle vient aussi du fait que le catholicisme était dominant, a écrasé la société pendant des siècles et qu'il a fallu un combat de 2 siècles pour se débarrasser de cette domination. Et que nous sommes un pays qui va un petit peu sur l'anticléricalisme parce qu'il y a eu un combat qui était parfois un combat violent, mais qui nous a permis justement de respirer. Et je pense que certaines personnes ont peur
de se retrouver de nouveau avec une religion qui imposerait des choses, qui coincerait la société, qui jugerait du pour vous, droit de se l'antagonisme marier se avec situe tel ici ou tel. entre ceux qui ont su dépasser cette emprise du religieux et ceux qui sont encore dedans. La France a mis 2 siècles à se déchristianiser, quoi, tout simplement. Et ça a été brutal. Rappeler des choses qu'on a quand même oubliées, c'est que pendant le siècle dernier, effectivement, il y a eu un combat contre la domination catholique qui a été gagné par la République. Mais le siècle dernier, c'était quand même un siècle colonial en grande partie. Et donc, parmi les personnes qui étaient colonisées, il y avait beaucoup de musulmans. Pendant les 2 guerres, il y avait des tirailleurs qui venaient d'Afrique, avec une grande proportion de musulmans. Eh bien, ces tirailleurs avaient des gamelles pour manger. Et la République avait décidé de servir dans des gamelles qui avaient des formes différentes pour que les tirailleurs, les soldats qui étaient musulmans, puissent reconnaître les gamelles où on n'avait pas servi de porc. Donc ça veut dire que dans des moments tragiques, quand il a été question d'être tous ensemble pour défendre la France, la République a su s'accommoder en fonction de la religion. Alors aujourd'hui, mais la République ne prétend pas forcer les musulmans à manger du porc. Non, mais c'est pour ça. Non, mais elle a même changé la forme des gamelles. C'est-à-dire qu'elle les a pas forcés à manger du porc. Elle s'est organisée pour leur permettre de vivre leur religion. C'est différent. Mais alors il y a des limites dans l'organisation, c'est-à-dire qu'on peut s'organiser pour que tout le monde puisse vivre. Et par exemple, il est parfaitement normal qu'il y ait à l'école des menus de substitution, en effet, pour que. Alors ça existe depuis 30 ans. Hein. On en a parlé pour les élections départementales. Enfin, ça fait 30 ans que ça existe. Il est hors de question de revenir dessus. C'est absolument ridicule. On peut manger ce qu'on veut à la cantine, de la viande ou pas de viande. Il ne faut pas aller non plus trop loin dans les demandes et demander alors qui a un menu cachère, qui a un menu halal, voilà. Et là, ça commence à poser problème. C'est ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est qu'on n'en parlait pas il y a 30 ans. Ça a toujours été juste mesure. acté. C'est une question de juste mesure. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On met en place des menus de substitution. L'État on les conserve, ça a toujours été le cas. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment réhabiliter la loi telle qu'elle a été votée en 1905. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, elle est interprétée d'une manière complètement erronée. Est-ce que ça veut dire que cette lecture stricte de ce texte de 1905, c'est pas une lecture un peu punitive? Non, parce que la lecture stricte, c'est justement la garantie de la liberté de conscience. Je veux dire, cette lecture stricte n'empêche pas mademoiselle de venir étudier à l'université avec son voile. Cette lecture stricte n'empêche pas les élèves à l'école. Les politiques se sont mais parce que les politiques font de la com en fait. Ils font pas du droit, ils font de la com. Je pense qu'il y a des élèves ici qui font du droit. Moi, j'ai étudié le droit ici, j'ai fait un cours de liberté publique et ici, moi, j'ai appris qu'on avait absolument le droit de vivre sa religion et que c'était quelque chose qui était protégé par les publics. Enfin, sa religion ou son absence de religion. Et je pense qu'on ne doit pas revenir sur ces principes-là. Et là, du moment qu'on ne fait pas preuve de naïveté face à des groupes qui utilisent la religion pour imposer une modification politique. Mais là, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on voit faire dans la société française et qui fait que l'espace public est petit à petit grignoté par des affirmations communautaristes. Et c'est ça qui nous pose problème. Donc, il y a un juste équilibre à retrouver. Mais est-ce que le burkini, pour vous, fait partie de ces affirmations-là? Le burkini, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'était jamais apparu parce qu'il n'y avait jamais eu de problème de ce genre-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il y a des gens qui ont besoin d'affirmer de plus en plus leur appartenance religieuse. Il faudrait s'interroger sur les raisons qui font que de plus en plus de gens, et ça déteint sur les autres religions en France, on a aujourd'hui des catholiques qui ont des réclamations vis-à-vis de l'État qu'ils n'avaient pas avant, des juifs qui réclament eux aussi des aménagements qu'ils ne réclamaient pas avant. Ça fait longtemps quand même. Je pense que l'État doit se protéger contre ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'espace public nécessite un peu de mesure. Et la question, c'est aussi éviter de s'imposer aux autres. Ouais, puisque mesdames, vous parlez de protection, il y a une question d'Aline. Je crois que la question que tout le monde se pose, Aline. Oui, je voulais savoir pourquoi les hommes ne portent pas de voile, c'est comme seulement les femmes. J'ai que des questions, parce qu'une femme peut draguer un homme aussi. Et je voulais savoir pourquoi c'est une déclaration, la religion islamique, c'est une politique. C'est devenu vraiment dangereuse en France. La France, oui, d'accord, je suis d'accord que c'est un pays libre. Pourquoi, quand on va dans les autres pays, on est obligé de suivre leurs coutumes, de s'intégrer? Et pourquoi et la France, c'est un pays libre. Je dois aller aussi à la plage en bikini, si ça me plaît. Voilà, Aline, fan de bikini, on l'aura compris. Voilà, c'est très bien. Il en faut. Est-ce que la laïcité, aujourd'hui, c'est l'outil du vivre ensemble? Mais bien sûr, la laïcité, en fait, elle a émergé dans un contexte
aussi post-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on était quand même dans un pays qui était sous domination catholique, régi par des monarchies de droit divin, donc avec une représentation de la religion en fait, au plus haut niveau de l'État, des protestants qui ont été persécutés pendant des siècles, des juifs qui ont été persécutés aussi pendant très très longtemps. Et après la Révolution, en fait, ce qu'on a entrevu, c'est la possibilité pour ces minorités religieuses de vivre à égalité avec la majorité catholique. Et aujourd'hui, pour moi, la laïcité, c'est le même outil pour d'autres minorités. Alors évidemment pour les musulmans, mais aussi pour les autres religions, les bouddhistes, les hindouistes. Comment on fait pour Pardon, Comment on fait pour s'en Rokhaya, servir de cet outil? C'est pas un principe de préservation des minorités contre la majorité. L'État protège les minorités. C'est pas ça. La vision républicaine de la laïcité et la façon dont ça s'est développé depuis 1789, c'est le fait que la République française ne reconnaît que des individus et que son rôle en tant que puissance publique, c'est de faire en sorte qu'ils soient émancipés pour pouvoir vivre pleinement leur identité de citoyens, qu'ils puissent être libres de leur choix. Et qu'elles permettent la liberté de conscience, qu'elles permettent également la liberté de conscience. Mais la liberté de conscience, c'est justement pas le fait d'être soumis à sa famille, à son origine et à sa tradition. C'est une opposition. Mais parce que j'ai pas terminé en fait, vous m'avez interrompu. Bon, alors je vous laisse finir, mais juste, c'est pas une question de protection des minorités, c'est une question d'émancipation des individus par l'école. La réponse de Rokhaya Diallo. Ce que je veux simplement dire, c'est que pendant des siècles, des groupes ont été discriminés au nom de la religion. Ce qu'a garanti la laïcité, c'est qu'il n'y ait plus de discrimination et que l'État, en ne reconnaissant aucune religion, permette à chacun justement de la vivre sereinement et librement. Ça, c'est un effet secondaire de la laïcité. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discrimination parce qu'il y a des individus libres de leur propre choix. On arrive ça à la base. On arrive au terme de l'émission. Je voudrais juste revenir sur les mots de Jean Jaurès en 1904. La République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque si elle sait rester sociale. Est-ce que ça a du sens encore aujourd'hui? Et moi, pour terminer, ce que je tiens à dire, c'est que la laïcité, c'est pas un principe négatif, ce n'est pas un principe d'interdiction, mais c'est un principe d'égalité. Et je tiens à rappeler aussi un mot de notre devise qu'on rappelle très peu, la fraternité, la sororité, c'est pour moi un principe fondamental et c'est le socle, le fondement, le ciment de la laïcité. Merci beaucoup. Un dernier dessin peut-être. J'allais dire merci Rokhaya Diallo, je vais le prendre en statut Facebook, 150 likes. Ça c'est très classe. Mickaïa, des derniers dessins, c'est déjà la fin de l'émission camarades. Hein. On regarde un premier dessin? Oui, alors un qui dit j'espère que la laïcité va progresser en France. Et l'autre qui lui répond, si Dieu veut. Et un dessin de conclusion qui est sûrement le dessin ultime, le plus important de Flash Talk. Parce que je considère qu'on n'a pas parlé quand même de ce qui est le plus important. Quelqu'un qui court et qui dit « Chasser des Pokémon, c'est religieux ou laïque ?» Ah, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué les Pokémon dans cette émission. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette émission. C'était important d'en parler avec du temps et avec vous deux, Natacha Polony, Rokhaya Diallo. Merci beaucoup, on peut les applaudir très très fort. Merci évidemment à tout le public qui a posé des questions intelligentes. Le débat évidemment continue avec le hashtag FlashTalk sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Vous pouvez continuer à nous envoyer des messages via Facebook Messenger. Il y a par exemple Ficello, et je terminerai par celui-ci Valérie, qui nous dit « On parle de laïcité, mais il y a plus grave en France, telles que les multinationales qui évitent les taxes grâce aux paradis fiscaux. » Eh oui, c'est sûr. On remercie également notre partenaire, Move, et puis on vous dit à bientôt. Ah oui, à très bientôt. Merci encore, merci. LCP, France Info, LCP, salut. la chaîne parlementaire, au revoir.